Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un update lecture et on part tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je commence par une déception malheureusement avec le 4e tome d'Une touche de bleu de Nozomi Suzuki publié chez Glénat. Alors c'est un shoujo dont j'avais apprécié les 3 premiers tomes, en tout cas j'avais passé un très bon moment et j'avais retrouvé le côté un petit peu addictif des shoujo que j'aimais beaucoup durant mon adolescence. Malheureusement, ça l'a pas trop fait avec ce tome 4, j'ai trouvé que ça traînait en longueur, j'ai trouvé que on voyait pas vraiment où on voulait en venir. Je ne vais pas vous parler longtemps de ce manga parce que finalement je n'ai pas grand chose à en dire. J'aimais bien l'histoire au début parce que je trouvais qu'il y avait un véritable message de sensibilisation et une véritable volonté de mettre en avant des pathologies, des problématiques et des maladies qui sont finalement assez peu connues. Le temps passant, on ne met plus l'accent là-dessus, on met l'accent exclusivement sur une romance qui me dérange en plus un petit peu. Donc je pense que je ne poursuivrai pas la lecture de cette saga. Allez, on revient à des lectures un peu plus sympas. Je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai lu L'école emportée. Alors, j'ai pris que 2 tomes, là, pour pas tous me les balader. Mais, gros classique du manga horrifique. J'en avais entendu énormément de bien, notamment de la part de notre très cher Junji Ito, qui fait sans cesse référence à Kazuo Umezu. Donc, très très grande joie de voir que cette saga a été rééditée chez Glénat cette année, le 6e tome ou le 5e tome, je me rappelle jamais, le 6e je crois, ne va pas tarder à sortir. Et la saga sera terminée. C'est une grande joie de savoir qu'elle est disponible maintenant, puisque les anciennes éditions sont à des prix exorbitants. Dans l'école emportée, on suit une école en fait tout simplement qui se retrouve projetée dans le temps, très très loin, très très loin, oui, enfin relativement loin en tout cas de nous. Et dans ce temps, la Terre est devenue absolument désertique et hostile pour les êtres humains. On va suivre un groupe d'enfants qui va tenter d'évoluer et de se sortir de ce pas absolument dramatique. Ils ne peuvent pas compter sur les adultes puisque dès le premier tome, en fait, les adultes faillissent considérablement à leur tâche de protéger les enfants et même au contraire essaient de les tuer. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça donne envie. Bref, j'ai passé un très bon moment, j'aime beaucoup cette saga. Alors, c'est assez différent de Junji Ito. Il y a un côté inquiétant qui s'apparente un peu plus à l'univers de Spirale, du coup, je dirais, si je devais faire une comparaison avec Junji Ito. Mais ça reste très très différent. Les créatures font un peu plus penser aux créatures que vous trouvez dans Gyo, par exemple, par contre. Pour ceux qui sont vraiment des gros consommateurs des mangas de Junji Ito. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de m'être lancée dans cette saga. Et voilà, tout simplement, je remercie 1000 fois les éditions Glénat pour l'envoi de tous ces tomes. Et je reviendrai vers vous quand le tome 6 sera arrivé. Le dernier graphique que je vous présente dans cet update, il s'agit de Punch, la saison 1 dans la nature, et vous retrouvez donc les 4 mini-nouvelles qui étaient sorties, à savoir Mini-Mage, Moineau, Cratère et Alma. Je les ai déjà tous lus, j'ai relu une fois ce recueil-ci, et je trouve que c'est toujours aussi mignon, c'est une véritable ode à la nature finalement, cette saison de Punch. J'ai hâte de découvrir la suite, je me demande ce que ça va être d'ailleurs la suite. Je vais essayer de vous montrer parce que les graphismes sont assez différents vu que ce sont toujours des artistes différents qui travaillent sur les projets. Donc là vous avez ici les illustrations de Mini-Mage où en gros vous suivez 3 graines qui trouvent un bébé mage et qui décident de le ramener chez lui dans la tribu ennemie, qui est la tribu des mages en fait. Bref, en gros, les mages et les graines sont ennemis. Ensuite, la deuxième histoire que vous avez, c'est... Alors, elle est juste là. Hop, je vais essayer de ne pas me mettre trop loin. Voilà, donc c'est Moineau. Donc, on suit une jeune fille qui s'appelle Alice, qui est un peu sauvage et moquée par ses camarades de classe, et qui va s'épanouir grâce à la découverte d'un petit oiseau. Il y a aussi Cratère, donc on est dans un monde dominé par les insectes et 2 enfants qui ont des pouvoirs psychiques vont essayer de découvrir la vérité sur leur monde en gros. Et enfin il y a Alma que j'ai vraiment adorée, donc Alma c'est une fée qui ne sait pas faire pleuvoir et qui est envoyée chez Baba, c'est l'équivalent d'une Baba Yaga en gros, une maître mage qui s'occupe uniquement des cas désespérés et des mages qui ne parviennent pas, enfin des fées qui ne parviennent pas à faire de la magie. Bref, les 4 sont sublimes, très touchants. Je vous recommande vivement d'en faire la lecture. C'est encore un très très bel ouvrage que nous propose Kinaï, comme
comme d'habitude en fait. Je crois que j'ai jamais été déçue par un ouvrage Kinaï si je me plonge dans mes souvenirs. En tout cas, celui-là, je l'adore, il est vraiment très touchant et très poétique. Donc voilà, une belle lecture pour le printemps. J'ai lu 2 énormes briques, donc pour le mois, je crois que c'était de février pour le challenge Litabricas, il fallait lire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. J'ai ici la version hardback que je vais vous montrer d'ailleurs parce qu'elle est quand même vraiment très jolie. Même si, bon, bah, du coup, c'est purement une question d'esthétisme et que c'est assez superficiel. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Parce que j'en attendais beaucoup. Il n'y a que des avis positifs quasiment. Les personnes qui sont plus nuancées le sont pour les mêmes raisons que moi. Et je pense que c'est le gros défaut de ce livre. C'est que l'univers est assez peu développé finalement. Et c'est dommage parce qu'il y a du potentiel, je pense. Mais l'autrice préfère creuser la relation amoureuse entre les 2 personnages et les relations même généralement entre les personnages que l'aspect purement univers. C'est en ça que, oui, c'est de la fantaisie, mais c'est pas de la fantaisie Tolkien, clairement pas. Je préfère vous prévenir tout de suite. On est plus dans ce qu'on pourrait appeler de la romantaisie, où on met vraiment l'accent sur la romance. Alors c'était pas mal, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. En fait, le temps avançant, en sortant de ma lecture, je m'étais dit ouais c'est cool franchement. Et plus le temps passe et plus je me dis mais j'ai très peu de souvenirs de ma lecture d'une part, et malgré le côté addictif qui faisait que j'y retournais systématiquement, j'ai pas un souvenir impérissable de ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, je pense que là, le tome 2 va sortir en juillet, je crois. Je pense que je vais être obligée de lire un résumé hyper détaillé du tome 1 parce que je ne me rappelle pas du tout et je me rappelle pas forcément des enjeux non plus. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est pas suffisamment percutant à mon avis et même si on s'attache au personnage parce que tout est fait pour qu'on s'attache au personnage, ça suffit pas. Enfin moi en tout cas ça m'a pas suffi. Donc j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas passé un moment aussi qualitatif et aussi bon que ce que je pensais. Ah oui, puis autre chose, il y a une chose qui est profondément dérangeante, c'est que donc l'héroïne de cet ouvrage, donc Poppy, elle est ce qu'on appelle une pucelle. Sauf qu'en anglais, le terme, c'est pas pucelle. Alors, je me souviens plus ce que c'était, parce que je l'ai en VO aussi là-bas. Mais c'était pas ça. Bon, quand j'avais essayé de le lire en VO, j'avais pas trop compris. Je trouvais que c'était quand même assez compliqué en termes de niveau de langue, donc j'avais laissé tomber. Et quand j'ai récupéré donc l'AVF et que j'ai vu noter partout ce terme de pucelle, j'étais assez dérangée, quoi. Vraiment. En fait, il y a beaucoup de répétitions dans ce livre. C'est même au-delà du mot pucelle, il y a beaucoup de termes qui sont énormément répétés, où on va pas forcément chercher à, à rendre le texte plus beau ou plus facilement lisible par le lecteur, et ça, c'est un peu dommage. Bref, mais sinon, en dehors de ça, oui, évidemment, c'est addictif, évidemment que vous l'ouvrez et que vous avez qu'une envie, c'est de le terminer, et pourtant, il fait euh, 665 pages, donc voilà, c'est pas rien. Mais c'était pas aussi bien que ce que je pensais. Et même si j'ai passé un moment qui était sympa, c'est pas incroyable. Je sens que tout le monde va me détester après mon avis sur le livre précédent, mais bon. Bon, pour le coup, je vais avoir un avis assez consensuel sur ce livre-là. Je vais vous parler du Faiseur de rêves de Lynn Taylor, le tome 1, publié chez Lumen. Ce livre, il est dans ma palle depuis que j'ai commencé Bookstagram, donc ça doit faire peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et alors, je l'avais commencé une première fois avec Claire de Chute Jolie. On avait, enfin moi pour ma part, j'avais lu 150 pages et en fait, je sais pas comment ça s'était passé, mais on s'était mal comprise sur le nombre de pages à lire. Claire l'avait terminé et moi je l'avais mise en pause pour l'attendre et finalement je l'ai jamais repris. Et je l'ai repris là pour le challenge toujours Litabricas du mois de mars. Je me lance dans ce livre et je me dis, je vais le reprendre du début quand même parce que je me rappelais que le début m'avait beaucoup 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 plu. Ça n'a pas manqué. J'ai été prise dans le fil de cette histoire et je n'ai plus lâché mon livre. Je suis immédiatement allée acheter le tome 2 puisque je voulais absolument continuer. Finalement, il y a eu d'autres lectures entre-temps. Bref, vous connaissez, c'est toujours pareil. Mais je me suis procuré La Muse des Cauchemars, donc le tome 2. Pour ce tome 1 spécifiquement, je pense que je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil, de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme.
15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes quand, de la cité de l'oubli, émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc ces songes se peupler de visions étranges et à commencer par une déesse à la peau bleue pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite? Qui est-elle vraiment? Comment le jeune homme qui ignore tout de sa légende peut-il bien la voir en... J'ai voulu vous relire le résumé parce que, on va pas se mentir, l'univers du faiseur de rêve, il est extrêmement dense et c'est très difficile à synthétiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bah maintenant, lisez le livre et dites-moi si le résumé vous laissait présager ça. Parce que vraiment, je trouve que le résumé, quand on a lu le livre, il est très très intelligible, mais alors quand c'est pas le cas, on ne comprend rien du tout. À commencer par cette cité de l'oubli, la ville qui perd son nom, c'est très surprenant et très bizarre. Tout est clarifié dans le livre évidemment et j'ai trouvé que c'était génial franchement, j'ai adoré ce premier tome, l'univers est incroyable, les descriptions sont sublimes, on est vraiment plongé dedans, il y a quelque chose d'un petit peu, de la fantaisie orientale je trouve, dans Le Faiseur de rêves et c'est super, voilà. Je peux que vous recommander d'en faire la lecture si vous voulez, soit vous lancer en fantasy, c'est une bonne alternative je trouve pour commencer, soit continuer votre découverte, je sais pas, de la fantasy young adulte ou toujours de ces univers un petit peu romantasy, comme on parlait tout à l'heure dans 200 et de rage, même si l'univers du faiseur de rêve est considérablement plus complexe et développé que celui de 100. Je me rappelle même pas du titre tellement. Le sang et la cendre, pardon, c'est incroyable. Même le nom m'échappe. Bref, donc j'ai adoré Le Faiseur de rêves et je lirai la suite rapidement, j'espère, parce que c'était un très très bon moment de lecture. Je termine cette update avec l'une de mes dernières lectures, à savoir En finir avec Ellie Bellegueule de Édouard Louis. J'ai déjà lu Qui a tué mon père d'Édouard Louis, que j'avais beaucoup aimé, même si je vous avais exprimé une petite nuance peut-être sur certaines choses, mais finalement à la lecture de celui-ci, je me suis rendu compte que j'étais très tatillonne quand même parce que c'est très bon, c'est très intéressant et c'est vraiment écrit de façon très crue, très pure aussi. Et c'est là qu'on se rend compte de l'intensité et de l'émotion avec laquelle Édouard Louis peut écrire ses livres en fait. Et même au-delà de l'émotion à l'écriture, je pense que ce qui est mis en avant, c'est enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est l'énergie considérable que déploie l'auteur pour nous parler d'une réalité sociale qui a été la sienne pendant longtemps et avec laquelle il finit par rompre avec le temps. C'est c'est vraiment très bien, voilà, c'est très intéressant. Alors du coup, là, je vais reprendre le parallèle que j'avais fait avec Annie Ernaux quand j'ai parlé de Qui a tué mon père, mais c'est différent d'Annie Ernaux, voilà. C'est différent, Annie Ernaux aussi, c'est très cru et ça reprend un petit peu, ces thématiques-là et ces problématiques-là de cette espèce de sociologie de soi, en fait, d'essayer de se comprendre au sein, d'une réalité sociale qui a été la nôtre puis qui ne l'est plus. Et puis cette idée aussi d'élévation d'une caste à une autre, réellement, hein, il y a vraiment une idée de caste chez Édouard Louis, ou tout du moins de société très compartimentée. Et c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai vraiment retrouvé certaines choses que j'avais pu connaître et ça m'a beaucoup touchée en fait. Enfin, c'est pas ça m'a beaucoup touchée, mais ça m'a vraiment replongée dans des états d'esprit et dans des émotions que j'avais pas côtoyées depuis un petit moment. Donc vraiment, voilà, je peux encore une fois, je tourne en rond avec, les mêmes expressions pour vous parler de ces livres que j'aime, mais je vous recommande vivement de découvrir Édouard Louis. C'est une bonne introduction à la sociologie. On est vraiment dans, l'autobiographie, l'autofiction. Je saurais même pas dans quoi le classer parce qu'on est vraiment, à une espèce de croisement de tout ça pour faire émerger une espèce de réalité sociologique, en fait, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est une bonne alternative, encore une fois, aux ouvrages peut-être un peu plus universitaires et complexes. Là, on est vraiment dans l'expérimentation de soi et c'est très bien fait et voilà, donc lisez Édouard Louis. J'espère que cet update vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.